bienvenue et merci pour votre participation pour ce webinaire public. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter le projet FishOff et puis quelques résultats clés pour l'heure qui arrive. Donc, l'objectif, c'est que la présentation durera à peu près 45 minutes et on laissera 15 minutes de questions pour la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on y répondra plutôt à la fin. Voilà. Moi, je suis Lydie Couturier, je suis chercheuse à France Énergie Marine et je pilote le projet FishOff. Et aujourd'hui, on aura deux autres intervenants. Margot Pinel, qui est à France Énergie Marine aussi, qui est coordinatrice de projet, qui vous fera une petite introduction de qu'est-ce que FEM. Et puis Mathieu Wallace, qui est chercheur à l'IFREMER et qui vous présentera plus en détail le projet FishIntel, parce que vous allez en entendre parler un petit peu au travers de la présentation. Voilà, donc je vais laisser la parole à Margot pour vous présenter France Énergie Marine. Bonjour à tous. Donc, comme le disait Lydie, pour les questions, c'est dans la partie Q&R en haut de votre bandeau pour les questions et on les traitera toutes à la fin. Donc, France Énergie Marine, c'est un institut pour la transition énergétique qui a été labellisé en 2019 par l'État français et qui est dédié à l'accompagnement des énergies marines renouvelables. Sa mission principale, c'est bien d'accompagner le développement de l'éolien en mer et des énergies océaniques. L'Institut est composé de 4 programmes de recherche et développement appliqués. Et FishOff s'inscrit dans un des programmes, donc le programme Intégration environnementale et sociétale. L'Institut est financé à hauteur de 50% de fonds publics et 50% de fonds privés et est composé de 27 membres qui représentent tous les acteurs de la filière, donc le secteur industriel, les pôles de compétitivité, les structures académiques et scientifiques et les collectivités territoriales des 3 façades maritimes. Donc, les missions et les enjeux principaux de l'Institut, c'est bien d'éclairer les débats et les orientations de l'État et de la société en invitant les acteurs et en communiquant sur le partage de la connaissance et des interactions entre les sites, les systèmes et leur environnement. De piloter, de contribuer des projets de recherche et développement appliqués pour mieux qualifier et quantifier les interactions entre les EMR et les socio-écosystèmes. Et enfin, bien sûr, d'accompagner les territoires et toute la filière industrielle dans la gestion des impacts en fournissant des expertises scientifiques et technologiques, dans la séquence éviter, réduire, compenser, accompagner et mettre en place des suivis à court, moyen, long terme. Donc aujourd'hui, France Énergie Marine, c'est une équipe de plus de 90 collaborateurs sur 4 sites, donc sur Marseille, Nantes, Brest et récemment Le Havre. Et aujourd'hui, dans l'équipe intégration environnementale et sociétale, on est un peu plus de 25 ingénieurs-chercheurs sur différentes sphères. On travaille en parallèle sur 26 projets qui représentent 50 millions d'euros. Et donc, tous ces chercheurs fournissent des expertises sur les différents compartiments de l'écosystème et à différentes échelles, à l'échelle d'un parc, à l'échelle de plusieurs parcs et à l'échelle de toutes les façades. Le but, c'est bien de produire des outils, des méthodes de suivi pour l'intégration environnementale, donc dans toutes les sphères de l'écosystème. Voilà une illustration de tous les compartiments de l'écosystème, comme je le mentionnais. Ça, c'est différents projets qui sont actuellement portés par le programme Intégration environnementale et sociétale. Donc, vous voyez par exemple les projets Migralion Migratlan qui s'intéressent au suivi avifaune en mer, donc sur tout ce qui va être plutôt faune volante et chiroptères, donc les oiseaux et les chiroptères. Le projet Sémaphore sur plutôt les suivis avifaune par radar météo, le projet Offsum sur l'intercalibration et les suivis avifaune, le projet Drakkar Mermet qui vient d'être lancé sur le suivi de la mégafaune à fine échelle, le projet FishOff aujourd'hui présenté, et on va dire plutôt l'approche écosystémique avec le projet Nestor qui englobe vraiment toutes les sphères de l'écosystème. Donc aujourd'hui, on s'intéresse plutôt aux poissons. Donc je passe la parole à Lydie qui va vous présenter plutôt cette sphère-là. Merci Margot. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses. C'était déjà sérieux avant. On sait que l'installation et l'exploitation des parcs éoliens en mer va générer un panel d'effets sur l'environnement marin et donc, par conséquent, sur les communautés de poissons.
il y a plusieurs grands effets dont on entend beaucoup parler qui peuvent avoir des conséquences sur les poissons. Donc, on a les émissions sonores qui peuvent être émises à différents stades de vie du parc éolien en mer, les émissions de champs électromagnétiques par les câbles sous-marins, l'ajout de substrats qui va créer un nouvel habitat dans le milieu marin. Et donc, tous ces différents effets pourront avoir des conséquences sur les peuplements de poissons. Ici, on a une illustration de différents impacts potentiels sur les poissons. Donc, par exemple, c'est déjà observé sur certains parcs, en mer du Nord notamment, avoir des effets d'agrégation de certaines espèces autour des structures. On pourra avoir une modification d'utilisation d'habitat par d'autres espèces et puis une modification de la connectivité par la présence de ces nouveaux habitats dans le milieu marin. Cependant, notre capacité de détecter et d'évaluer les effets et leurs conséquences sur les peuplements de poissons des parcs éoliens en mer nécessite d'avoir des connaissances de base écologique sur ce groupe. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et notamment, les connaissances sur quels sont les habitats qui sont importants pour les poissons, donc des habitats qui sont nécessaires à leur survie, des habitats où ils se nourrissent, des habitats où ils peuvent se reproduire ou avoir une protection, sont relativement peu connus. Donc, il y a un vrai besoin d'identifier ces habitats essentiels, ainsi que la façon dont les poissons connectent ces habitats pour mieux comprendre comment ils sont impactés. Et donc, pour cela, on a besoin de mettre en place des méthodes et des protocoles adaptés pour répondre à ces questions. Et il y a aussi une vraie nécessité d'intégrer les suivis au sein des parcs éoliens en mer à des suivis à beaucoup plus large échelle, parce que le parc éolien est juste une des activités anthropiques présentes en mer. Et donc, c'est dans ce cadre que s'inscrit deux projets dont on va vous parler aujourd'hui. Bon, on se focalise beaucoup sur FISHOF, mais en fait, il y a un projet précurseur qui s'appelle FISH-Intel. C'est un projet Interreg que Mathieu va vous présenter tout à l'heure. Donc là, qui est vraiment un réseau de suivi à large échelle dans lequel s'intègrent différents sites éoliens. Et puis le projet FISHOF, sur lequel je vais me focaliser pour les 20 prochaines minutes. Donc là, on est sur un projet qui met en place des suivis dédiés au parc éolien en mer sur différentes échelles spatiales et qui se focalise principalement sur des espèces électrosensibles qui ont différents degrés de mobilité. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Alors, le projet FISHOF, donc le titre entier, c'est Stratégie de suivi pour identifier et évaluer les effets des parcs éoliens en mer et leur accommodement sur les peuplements de poissons et les grands crustacés. Donc, l'objectif du projet n'est pas de mettre en évidence les effets, mais de mettre en place des stratégies qui vont pouvoir vraiment nous permettre de les détecter et d'évaluer ces effets. C'est un projet qui regroupe 17 partenaires. Donc, un combo de partenaires académiques, partenaires industriels, associations, et qui qui a commencé en 2021 et qui finit l'année prochaine en 2024. Donc, pour ce projet, nous avons 3 grandes questions que vous avez pu voir dans l'invitation. Donc, la première, c'est la télémétrie acoustique est-elle un outil approprié pour suivre le comportement des poissons et des crustacés au sein des parcs éoliens en mer et permettre la détection des différents effets? Comment des espèces à fort enjeu de conservation ou à valeur commerciale fréquentent-elles les parcs éoliens en mer et leur raccordement? Et enfin, quel est le degré de connectivité entre les parcs éoliens et les autres habitats marins pour ces espèces en cours d'année et d'une année à l'autre? Donc là, c'est vraiment un aperçu général du projet, où ici, on voit les différents objectifs. Donc, on a différents lots, enfin, le projet se construit en différents lots, mais là, on voit différentes échelles spatiales, qu'on va revoir un petit peu tout à l'heure. L'étendue du projet, donc en fait, le projet est mis en place en Manche, sur la façade Manche, la façade Atlantique, mais aussi la façade Méditerranée. Et on suit tout un panel d'espèces, et je vais rentrer dans les détails juste après. Donc, en Manche Atlantique, les espèces qui sont suivies ont été, la décision des espèces à suivre devait répondre à différents critères de sélection. Donc, les espèces, on voulait vraiment s'intéresser à des espèces
qui avaient une sensibilité pour les champs électromagnétiques, parce qu'il y a une vraie question aujourd'hui sur les effets de l'augmentation des câbles en mer. Donc, on voulait pouvoir adresser cette question. On voulait aussi améliorer les connaissances d'écologie de ces espèces, donc se focaliser sur les espèces aussi dont les connaissances ne sont pas encore de la place. Des espèces qui ont une valeur commerciale ou qui ont un enjeu de conservation. Des espèces robustes qui peuvent survivre après une capture, puisque vous allez voir la façon dont elles sont marquées est une méthode pour laquelle on a vraiment besoin de s'assurer que l'individu est en mesure de survivre ensuite. Et surtout, une complémentarité par rapport aux différentes espèces qui sont suivies dans le cadre de Fichintel. Donc ça, on va en parler après. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on s'est focalisé principalement sur des espèces de raies et de requins, comme vous pouvez voir. Et là, nous voulions des différentes espèces qui représentaient des stratégies de mouvement différentes. Donc des espèces plutôt sédentaires et territoriales, des espèces plutôt mobiles et formant des agrégations, et des espèces migratrices, et pas migratoires, désolé. Ces espèces ont été capturées au travers d'une collaboration avec l'Ifremer et de l'APEX, une association pour la conservation des raies et des requins, lors des campagnes annuelles CGFS, mais aussi avec le soutien de pêcheurs professionnels sur d'autres zones. Et toutes les espèces, dans la mesure du possible, ont été capturées au sein ou aux alentours des parcs éoliens en mer et relâchées au même endroit. En Méditerranée, on a une stratégie un peu différente pour les espèces sélectionnées. Là, parce que dans le golfe du Lion, ce sont principalement des fermes d'éoliennes flottantes qui sont présentes. Donc là, la question était plutôt de savoir quelles espèces sont susceptibles de s'agréger autour de ces nouvelles structures flottantes. Donc là, notre objectif est a été de sélectionner des espèces pélagiques, donc c'est-à-dire qui vivent dans la colonne d'eau, pas forcément au fond des océans, mais aussi des espèces qui vivent plutôt au large, qui peuvent être présentes autour de structures flottantes de type de bouée, qui ont des comportements d'agrégation, qui sont robustes, encore une fois, pour s'assurer de leur survie post-capture, et qui sont complémentaires à des suivis aussi des projets ConnectMed et ResMed. Je vais les mentionner tout à l'heure aussi pour vous montrer de quoi il s'agit. Et enfin, les captures de ces différentes espèces se fait via le biais de pêcheurs professionnels, mais aussi d'événements de pêche sportive et proximité des bouées que l'on cible. Donc ici, on a les différentes espèces qui ont été marquées à ce jour en Méditerranée. Donc, après toute cette base pour savoir quelles espèces on suit, qu'est-ce qu'on fait exactement? On utilise la télémétrie acoustique pour suivre ces espèces. Qu'est-ce que c'est la télémétrie acoustique? Donc, il y a plusieurs composants. Déjà, il y a le récepteur, qui est en fait un hydrophone spécialisé qui écoute dans l'eau à une certaine fréquence et qui sont placés sur les sites stratégiques sur lesquels on souhaite comprendre on souhaite comprendre la fréquentation des individus. Donc, on les met sur différents sites dans les zones étudiées. Le deuxième composant, c'est la marque acoustique ou tag, que je peux peut-être avoir un anglicisme là-dessus, qui est placée dans l'animal ou sur l'animal, en externe. Et cette marque, elle émet un signal unique. Donc, chaque individu a son propre signal sonore, à une fréquence bien spécifique. Et ici, on a mis toutes les 3 minutes, ce signal est émis. Et ce, jusqu'à la fin de la batterie du tag, de la marque. Et donc, quand l'animal nage avec son émetteur à proximité du récepteur qui est mis à l'eau, le récepteur va enregistrer ce signal sonore. Et ainsi, lorsque l'on récupère les données, on aura quel individu est arrivé, parce qu'on aura l'enregistrement du signal sonore, donc l'identifiant de l'individu, l'heure et la date à laquelle il est passé à proximité de ce récepteur. Donc, les récepteurs ont une capacité de détection, on va dire, en moyenne de 500 mètres. Donc, si l'animal est passé dans ce rayon-là, on aura son
son information sur sa présence dans ces zones. Et ça nous permet de reconstruire des informations telles que est-ce que l'individu réside dans cette zone, est-ce qu'il reste, il part mais il revient, donc avoir une fidélité au site, ou est-ce que c'est des individus qui ne font que passer et on ne les redétecte jamais. Donc concrètement, à quoi ça ressemble? Donc ça, c'est un récepteur, un système de mouillage que l'on met à l'eau. Donc ici, notre récepteur est imbriqué dans une bouée qui est elle-même, tout le système, le récepteur plus la bouée, est attaché à une boîte qui contient un cordage qui va permettre de relier le récepteur au lest. Et donc ensuite, ce système est mis à l'eau sur les positions précises. Lorsqu'on veut le récupérer, on vient en bateau avec un hydrophone avec lequel on va communiquer au récepteur « largue-toi », parce qu'il y a un largueur acoustique qui est intégré à ce récepteur. Lorsque le récepteur reçoit ce signal, il y a une vis à l'intérieur du récepteur qui va se dévisser et le récepteur et la bouée vont remonter à la surface. Et ainsi, le cordage qui relie le récepteur au lest va remonter aussi. Et ça va nous permettre de tout remonter à la surface. Je vais vous montrer, ce sera peut-être avec les vidéos. Donc là, c'est le système qui est sous l'eau. Il y a eu un système pour dire « largue-toi ». Donc la bouée et le récepteur remontent à la surface. Et on voit bien le cordage qui relie le lest à la bouée. Ça permet de s'assurer qu'on ne laisse rien au fond de la mer quand on récupère nos récepteurs. Donc, on récupère le récepteur, on récupère les données, on remet le récepteur et la bouée en place sur la boîte et le cordage, et on peut tout remettre à l'eau pour maintenir le suivi. On est obligé de récupérer ces récepteurs pour avoir nos données. Donc, maintenant, les marquages. Comment est-ce qu'on marque ces espèces? Donc, les espèces sont pêchées par différents biais, mais de façon à ce que l'animal soit dans les meilleures conditions possibles quand il arrive sur le bateau. Ici, on a le marquage externe où on insère une genre de boucle d'oreille, on va dire, sur l'aile de la raie, et on va attacher une petite plaque qui tient le tag pour la durée du suivi. Pour les crustacés, ils sont aussi marqués en externe. Donc là, le tag est collé sur la carapace. Donc on a une petite vidéo aussi de relâche. Donc l'idée, c'est vraiment que nos individus soient vraiment en bonne condition lorsqu'ils repartent à l'eau. Donc voilà, en général, ça se passe assez bien. Pour le marquage interne, là, nous insérons les tags dans la paroi intra-abdominale par chirurgie. Donc, c'est une opération qui dure au grand maximum 10 minutes. L'animal est anesthésié, il est opéré, refermé, et ensuite, il est mis dans un bac de réveil pour qu'on s'assure qu'il se réveille et qu'il soit aussi qu'il ne montre pas de signes comment dire, de faiblesse. Et ensuite, il est relâché en mer. On marque tous les individus qui ont été marqués en interne, normalement, sont aussi marqués en externe avec une petite boucle d'oreille aussi, un petit tag, une petite marque de couleur avec des informations inscrites dessus. Donc, il faut vraiment savoir que toutes ces opérations, elles sont effectuées dans un cadre réglementaire et éthique très strict. On a dû demander beaucoup d'autorisations et on répond à un protocole bien défini et qu'il n'y a que les personnes habilitées qui sont en mesure de réaliser ces opérations. Donc voilà pour la partie, pour vous expliquer un peu comment tout est fait. Et maintenant, un petit aperçu de différents résultats qu'on a pu obtenir jusqu'ici dans le cadre du projet FishUp. Donc ici, on va se focaliser sur les différentes échelles spatiales et les informations que la télémétrie acoustique nous a permis d'obtenir. Donc, le premier volet est que nous souhaitions développer une méthode basée sur la télémétrie acoustique qui nous permettrait de retracer les mouvements en 3 dimensions des individus suivis autour d'une structure éolienne en mer. Donc ici, nous sommes focalisés sur le câble de raccordement avec comme objectif de développer une méthode qui nous permettrait de pouvoir détecter des effets potentiels des champs électromagnétiques de ces câbles sur des espèces électrosensibles dans le milieu naturel, sur des espèces
en liberté. Donc, l'objectif n'était pas de mettre en valeur les effets, c'était vraiment de développer une méthode qui permettrait de mettre ces effets en évidence. Donc, on utilise la télémétrie acoustique multilatérale. Le principe, c'est que sur une zone assez restreinte, nous plaçons des récepteurs qui sont, on va dire, à peu près à 100 mètres les uns des autres. Donc, ils ont des champs de détection qui se chevauchent. Et ceci sur une zone bien définie. Et lorsque l'animal qui est marqué passe dans cette zone, il va être détecté par plusieurs récepteurs. Et donc, sous le même principe que la triangulation avec les téléphones, on va pouvoir reconstruire la position précise de cet individu dans le temps sur la zone où tous les récepteurs sont déployés. Et pour aller vers le 3D, on a sélectionné des marques acoustiques qui intègrent un capteur de pression. Donc, non seulement on aura la position en 2D, mais on aura aussi la position, à quelle profondeur l'animal nage au moment où on le positionne sur un plan horizontal. Donc, notre site d'étude pilote, c'était sur le câble de raccordement du parc éolien de Saint-Brieuc. Et on a pu marquer une quarantaine d'individus de Petite Roussette et de Raie Brunette. Donc ici, on a des résultats préliminaires de cette étude, qui sont relativement frais. Donc ici, on a une carte. On se trouve au parc éolien de Saint-Brieuc, donc le contour du parc en marron, le câble de raccordement en rose, et puis ici, en orange, on voit où nous avons placé nos récepteurs. Donc ici, le zoom. Ici, nous avons les 2 câbles de raccordement qui traversent. Et en rose, notre site d'étude avec les points orange qui représentent les récepteurs qui ont été déployés pour cette étude. On les retrouve, ces points rouges correspondent aux points rouges qu'on voit ici sur cette petite animation où on a pu retracer justement les mouvements d'un des individus qui a été marqué sur ce site. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que notre méthode semble marcher. On est capable de retracer assez précisément les positions dans le temps des individus. Et là, on peut vraiment voir cet individu en particulier qui s'est promené, qui a fait un petit arrêt à ce niveau-là et puis qui est reparti vers le nord de la zone d'étude. Donc, j'espère que l'année prochaine, au prochain webinaire, on pourra vous montrer un petit peu plus sur ce lot-là. Ensuite, nous avons utilisé la télémétrie acoustique à l'échelle locale, donc à l'échelle du parc, pour essayer de comprendre. Là, on veut comprendre comment les individus fréquentent les habitats qui sont présents au sein du parc éolien en mer. Donc, pour chaque parc étudié, on a déployé tout un réseau de récepteurs. Donc, les zones dans cette étude étudiée sont le parc éolien en mer du Calvados, le parc éolien en mer de Saint-Brieuc, le parc éolien en mer de Saint-Nazaire. Et plus récemment, on a eu le plaisir de pouvoir étendre notre zone d'étude au parc éolien de Yeux-Noirmoutier. On voit aussi qu'il y a des petits logos orange. Donc, en fait, ça-ci correspond à des bouées qui sont mis offshore sur des zones de développement éolien. Donc là, sur la bouée aux piles, qui est dans l'ex-ferme pilote de Groix-Belle-Île maintenant, la bouée Bob, mais maintenant qui a été enlevée et on est plutôt sur la bouée OCG Data, et la bouée MemoFlow, sur lesquelles on a placé des récepteurs. Et là, l'objectif, c'est de voir quelles espèces sont susceptibles de s'agréger autour de ces bouées qu'on utilise en proxy pour les futures structures flottantes qui seront mises en mer. Et donc, les différentes espèces marquées dans les différentes zones, ici. Donc, pour les parcs éoliens posés, ici, j'ai mis des petites cartes pour vous montrer un petit peu déjà les zones. Les couleurs correspondent au type d'habitat que l'on retrouve dans les parcs. Donc, le rouge correspond à plutôt de la roche, des plateaux rocheux, alors que le jaune est plutôt sur du sable et du gravier. C'est pour vous montrer qu'en fait, on a des zones qui ont vraiment des habitats qui sont relativement différents. Ensuite, on a des étoiles sur chacune de ces cartes. Ces étoiles, elles correspondent aux endroits où on a placé nos récepteurs au sein des parcs. Donc, les sites ont été décidés en concertation avec
les développeurs des parcs, mais aussi avec les comités des pêches qui ont sollicité les pêcheurs pour trouver les meilleurs points où on ne gênera ni les travaux de construction, ni les activités de pêche. Parce que, par exemple, le parc éolien du Calvados, le parc est encore ouvert à la navigation et à la pêche. Donc, du coup, il n'est pas possible de placer nos récepteurs n'importe où. Ils risqueraient de se faire chaluter. Et le parc éolien de Saint-Brieuc est entré en construction au début de ce projet. Et donc, on ne pouvait pas placer nos récepteurs proches des zones où, par exemple, les fondations allaient être mises en place. Et puis, plus récemment, donc comme j'ai dit, on a pu déployer aussi 6 récepteurs dans le futur parc de Yeux-Noirmoutier. Maintenant, je vais vous présenter quelques résultats des détections qu'on a obtenues des différentes espèces qui ont été marquées. Donc là, on est au parc éolien en mer du Calvados. Alors, il y a beaucoup d'informations sur cette slide. Donc ici, on retrouve le contour du parc avec les points qui représentent les futures zones d'éoliennes. Ici, on a des ronds de couleurs qui correspondent à là où on a eu des récepteurs à un moment. Et je vais vous expliquer les couleurs, à quoi correspondent ces couleurs. Donc ici, on a 3 graphes différents donc, qui représentent différentes espèces. Ici, on a les raies, les espèces de raies qui ont été marquées dans la zone. Ici, on a l'émissol tacheté et ici, on a la roussette. Donc ici, ce que ça représente, en fait, c'est que chaque ligne représente un individu. Et chaque point, petit symbole, représente une détection. Ensuite, on a ici les détections dans le temps. Et les couleurs correspondent à sur quel récepteur cette détection a eu lieu. Donc par exemple, ici, on est sur un point vert, donc cette raie, 732, a été détectée sur le récepteur qui est localisé ici, qui était un récepteur que l'on avait placé à côté d'une bouée de mesure. Donc, ici, les animaux sur ce site ont été marqués en septembre 2022, marqués et relâchés dans la zone en septembre 2022. Donc, c'est ce qu'on observe ici un petit peu, fin septembre, début octobre. Donc là, on voit que les animaux restent un petit peu sur la zone, mais en fait, après, ne sont pas redétectés pour le moment, alors que d'autres ne sont pas détectés au début, mais sont détectés quelques jours après sur cette zone. Ce qui est intéressant ici, c'est que parmi les émissoles qui ont été marqués, donc on en a 9 sur 17 qui ont été redétectés par un de nos récepteurs sur la zone. Donc c'est déjà un bon ratio par rapport au nombre d'individus qui peuvent être présents sur cette zone. On voit que certains individus sont restés plusieurs jours et ensuite ne sont plus détectés à partir de décembre, mais on a 2 individus qui sont revenus dans la zone à partir de mai-juin 2023. Donc là, on commence à voir des mouvements de retour sur ce site. Voilà. Pour les petites roussettes, donc là, on voit que beaucoup d'individus ont été détectés lors de leur relâche sur la zone, ensuite n'ont pas été redétectés, mais on a quand même 2 individus qui sont repassés proches de nos récepteurs, dont un qui semble être revenu. Donc là, on voit que c'est du violet, donc c'est plutôt autour de cette épave-là, et être resté pendant plusieurs mois sur la zone. Ici, une petite aperçu des résultats sur le parc éolien de Saint-Brieuc. Donc là, ce sont des détections pour des raies. C'est une version un peu différente des informations. Donc des raies brunettes et petites roussettes. On a des cercles de couleurs. Alors les petits symboles bleus représentent là où sont nos récepteurs au sein du parc. Donc ça, c'est le contour du parc. Et les cercles de couleurs représentent les détections sur ce récepteur. Donc, plus le cercle est gros, plus il y a eu de détection sur ce récepteur. Et ensuite, là, on voit pour les différents individus qui a été détecté. Donc, toutes ces détections que l'on voit ici représentent la détection de 3 individus. Et donc, c'est pareil, on voit que ces animaux ont été marqués et relâchés courant septembre-octobre. Donc, on n'a pas eu beaucoup de détection d'individus sur la zone. Donc, il faut savoir, vu que le parc était en construction, ils ont été relâchés un petit peu plus en périphérie du parc, pas forcément au sein du parc. Mais on a quand même un individu qui est revenu sur la zone quelques mois plus tard. Et là, à la prochaine relève, on aura peut-être des nouvelles surprises. Là, ici, c'est les petites roussettes. Donc, pareil, une ligne représente un individu. Chaque point noir représente une détection de cet individu. Donc, on a beaucoup d'individus qui ont été captés au début, mais on en a quand même quelques-uns aussi qui sont revenus et qui ont été redétectés jusqu'à janvier 2023. Là, on rentre dans la zone où on a
marqué énormément d'espèces et on a pu pêcher au sein du parc et relâcher des individus vraiment dans le parc parce que le parc était en phase d'exploitation, donc il y avait moins de restrictions. Donc, nous avons pu marquer 31 petites roussettes, donc on est sur le parc éolien de Saint-Nazaire, qui ont toutes été relâchées au sein du parc. Et sur les 31 individus, on les a toutes redétectées. Et ce qui est intéressant ici, donc on voit chaque ligne correspond à un individu, chaque point a une détection, et chaque couleur ici, comme le graphe avant, correspond à la zone dans laquelle cet individu a été détecté. Donc là, l'information que je voulais vous montrer, ce n'est pas forcément d'aller dans le détail, mais c'est qu'on a déjà tous les individus qui ont été redétectés, puis on a des animaux qui passent vraiment beaucoup de temps, notamment autour de cette zone orange, dans cette zone du parc éolien en mer. Et puis après, on a des individus qui partent, mais qui reviennent plus tard, qui sont redétectés, sur une période de août 2022 à juin 2023. Ici, c'est une petite animation, c'est pareil, on est sur le parc éolien de Saint-Nazaire. Donc ici, on a réuni les détections des raies brunettes qui ont été marquées sur ce site. Donc on avait 20 individus. Et là, ce qu'on voit, c'est par jour où les individus ont été détectés et puis ensuite quels mouvements ils ont effectués. Donc lorsque les triangles, plus il y a d'individus détectés ce jour-là, plus les triangles rouges vont être gros. Et ensuite, on a un trait qui relie deux zones. Donc là, c'est le mouvement des individus avec la direction du mouvement montrée avec le triangle. Et plus le trait est épais, plus il y a d'individus qui ont effectué ce mouvement ce jour-là. Et là, donc, on voit le temps qui défile. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces individus quand même sont restés dans la zone et se sont bien promenés au sein du parc, sur la période ici montrée. Donc, voilà pour les quelques résultats à l'échelle des parcs. Et maintenant, passons à la suite. Donc, on utilise aussi la télémétrie acoustique, je l'ai mentionné, plutôt à l'échelle régionale. Donc là, insérer les suivis des parcs éoliens en mer dans des suivis à beaucoup plus large échelle. Et donc, dans ce cadre, les suivis FISHOF s'intègrent dans des réseaux de télémétrie acoustique régionaux, tels que le programme FISH-Intel, on va en parler juste après, mais il y a aussi deux autres programmes en Méditerranée, le programme RESMED, qui est une infrastructure de récepteurs de télémétrie acoustique tout le long de la côte catalane de la France jusqu'à l'Espagne, et le réseau ConnectMed, qui couvre toute la côte du golfe du Lion. Et notre capacité à pouvoir travailler ensemble, elle repose aussi sur l'existence d'une plateforme qui s'appelle l'European Tracking Network, qui en fait regroupe toutes les données de télémétrie acoustique à l'échelle européenne. Donc ça nous permet, nous, si nos individus sont détectés par des récepteurs qui ont été mis par d'autres projets, de le savoir et vice-versa. Si des individus qui ne sont pas notre projet ont été détectés sur nos récepteurs, les chercheurs auront l'information de leur animal qui a été présent sur nos sites. Donc, je vais laisser la parole à Mathieu maintenant pour vous parler un petit peu plus de FISH-Intel et de ce que ça représente. Merci, Denis. Bonjour à tous. Je suis Mathieu Voilet, je travaille à l'Ifremer à Brest. Et donc, je vais vous parler du programme FISH-Intel, qui est un Interreg France-Angleterre, qui a été financé par l'Europe et qui a permis de réaliser, d'équiper les premiers sites éoliens, donc de Saint-Brieuc et de Courseulles-sur-Mer, et d'initier les suivis que FISHOF a pu compléter et étendre. Donc pour cela, dans le cadre de ce programme qui a duré de février 2021 à juin 2023, 12 partenaires français, anglais et belges se sont associés pour déployer un réseau de télémétrie à l'échelle régionale, donc à l'échelle de la Manche. Donc, les partenariats étaient variés. Donc, on a des instituts de recherche, mais aussi des représentants de professions, de professionnels, comme les comités des pêches côté français. Nous avons donc France Énergie Marine, l'Université de Plymouth, les comités des pêches de Normandie et du Finistère, un institut de recherche, le Vélise, l'Université d'Exeter, l'UBO, le CEFAS, l'IFREMER, LPO, Marine Conservation Society et l'IFCA. Donc ces différents partenaires se sont collaborés ensemble pour développer ce suivi à l'échelle régionale. Donc pourquoi il était intéressant de suivre des poissons à l'échelle régionale? L'idée était de
de qualifier les sites de transition en Manche et de voir dans quel état écologique les sites de transition se trouvaient. Et pour qualifier ces sites de transition, il était important de comprendre les habitats les plus importants qui étaient fréquentés par les espèces que nous allions suivre. Et notamment, l'idée était d'évaluer les effets des habitats anthropisés sur ces espèces. Et dans ce cas-là, nous avons initié des suivis sur des parcs éoliens en mer. Et l'ensemble des connaissances que ce programme permet de collecter va faciliter la gestion écosystémique de cette région. Donc les sites de transition, qu'est-ce que c'est? Les sites de transition, c'est cette interface entre la mer et la terre. Donc c'est des estuaires, c'est les écosystèmes côtiers le long de nos littoraux en Manche, que ce soit côté anglais, belge ou français. Donc nous sommes intéressés, dans le cadre de ce programme, à suivre 5 espèces emblématiques de la Manche, qui représentent des composantes essentielles de ces écosystèmes et qui ont un point économique important. Donc, nous sommes intéressés au lieu jaune, au bar européen, à la langouste, au thon rouge et à la dorade grise. Donc, vous voyez, ce sont des espèces variées avec des espèces très mobiles comme le thon rouge ou plus sédentaires comme la langouste, mais également des poissons bar, dorade grise, lieu jaune qui ont des mobilités intermédiaires entre les deux espèces thon et langouste. Donc, où avons-nous initié nos suivis? Donc, on s'est focalisé sur la région Manche et nous avons équipé 7 sites pilotes, 3 côtés anglais, autour des îles Scilly, de la Cornouaille, du South Devon et du Sussex, un site en Belgique, qui est la ZE belge, et 3 sites côté français, donc en mer d'Iroise, Côte d'Armor et baie de Seine. Donc là, je vous présente une carte qui représente l'ensemble des stations qui ont été équipées de récepteurs acoustiques, les mêmes que Lydie vous a présenté précédemment. Les différents points en bleu foncé sont les stations sur lesquelles nous avons déployé nos récepteurs. Donc vous voyez qu'on a un certain nombre de récepteurs déployés le long de la Manche. Les points bleu ciel représentent quant à eux des sites qui ont été équipés par d'autres programmes et notamment vous pouvez retrouver les récepteurs que le programme FishOff a déployés, notamment dans la partie golfe de Gascogne sur la bouée à Piles et puis la zone du parc éolien en mer de Saint-Nazaire. Et donc, c'est grâce à l'ensemble de ces récepteurs qui sont déployés que nous avons pu réaliser nos suivis. Alors, pour le détail, on travaille pour déployer ces récepteurs, on travaille avec les moyens nautiques de nos instituts, donc l'IFREMER dans mon cas, mais aussi en collaborant avec des pêcheurs professionnels et au travers d'affrètement. Donc la construction de ce réseau de télémétrie à l'échelle régionale s'est fait en co-construction. Donc nous avons fait un certain nombre de réunions pour consulter les pêcheurs professionnels avec l'appui des comités des pêches. Donc l'idée était de présenter les objectifs de ce programme et de les faire réfléchir ensemble aux positions des récepteurs acoustiques. Donc, de façon à ce que le choix des stations de suivi soit fait de façon concertée. Nous avons également pris le temps de discuter des opérations de marquage et de la façon dont on pouvait travailler pour les différentes espèces qu'on suivait, et notamment pour le lieu jaune, qui est une espèce assez fragile, qui supporte un peu mal la capture, car elle peut être sensible au changement de pression. Et donc, on a également discuté de la manière dont on pouvait maintenir ensemble un tel réseau de télémétrie acoustique sur l'ensemble de la région.
Puis, nous avons effectué nos marquages. Donc, les différentes étapes de marquage sont les suivantes. On commence par capturer du poisson. Donc, dans notre cas, on a travaillé sur le bar et le lieu jaune. Donc, cette capture se fait avec des professionnels de la pêche. Une fois le poisson récupéré, il est stabulé pour qu'il récupère de la capture. On anesthésie ensuite les poissons pour pouvoir, par chirurgie, implanter des marques. Donc, on implante des marques acoustiques et également des marques archives qui sont d'autres moyens de réaliser des suivis. Une fois l'opération terminée, les poissons sont réveillés dans des bacs et récupèrent. Et la dernière étape est le relâcher des poissons en mer. Donc on fait également on communique sur ces opérations de marquage pour pouvoir récupérer les marques qui ont été implantées, et notamment les marques archives qui nous permettent d'acquérir des données sur l'environnement que fréquentent ces poissons. Pour les langoustes, le marquage se fait de la même manière que les homards que Lydie avait présenté. Donc, on colle les marques acoustiques sur la carapace des individus qu'on veut suivre. On repose également sur l'appui des professionnels pour pouvoir nous capturer ces crustacés. Voilà le bilan de marquage du programme Fish-Intel. Donc, je vous ai représenté sur une carte avec des cercles proportionnels au nombre d'individus marqués et différentes couleurs pour les espèces que nous avons marquées. Donc, pour le bar en vert, on en a marqué 523, on a marqué 151 lieux jaunes en violet, 64 dorades grises en orange, 137 langoustes en rouge et 40 thons rouges en bleu. Donc, vous voyez, les marquages ont eu lieu sur l'ensemble de la zone Manche au début du programme. Et ça s'est fait à l'aide donc des pêcheurs professionnels, mais aussi de pêcheurs récréatifs pour le thon. Les détections que nous avons collectées sur notre réseau, on peut en faire un premier bilan. Donc, nous avons, pour les 523, par exemple, bars que nous avons marqués, nous en avons détecté 382, ce qui représente près de 3 millions de détections sur le réseau. On peut faire, pour les langoustes, on en a redétecté 116, donc 2 millions de détections. Pour le lieu jaune, on en a détecté 33, près de 500 000 détections. Pour la dorade grise, 55 individus ont été détectés, près de 100 000 détections. Et le thon, on en a détecté 19 individus sur 40, ce qui représente à peu près 1400 détections. Donc on est satisfait, c'est-à-dire qu'on a un réseau qui est opérationnel, qui est capable de redétecter l'ensemble des poissons qu'on a marqués. On a plus de 66% des animaux marqués qui ont été détectés au moins une fois sur notre réseau. Et ces suivis n'est qu'à son début. Là, je vous ai représenté sur un graphe la durée estimée des batteries des différentes marques qui ont été posées sur ces poissons et le temps en abscisse. Et donc, vous voyez que en fait, nos suivis, pour l'instant, correspondent à 1 an et demi de suivi, et on a des marques qui vont durer jusqu'à 5 ans. Et donc qui vont nous apprendre énormément sur l'écologie de ces poissons. Donc je vais vous présenter maintenant les détections qu'on a eues par espèce, et notamment en faisant un zoom sur la fréquentation des sites éoliens Fish-Off. Donc là, vous avez tout d'abord le bar européen, et donc vous voyez qu'on a détection sur l'ensemble de la Manche, mais également sur les sites éoliens sur le parc en mer de Saint-Brieuc, le parc en mer du Calvados et également le parc de Saint-Nazaire. Donc on a les 3 parcs qui ont été équipés en premier dans Fish-Intel, puis dont le suivi a été maintenu et étoffé dans le cadre de Fish-Off. On a des animaux qui fréquentent ces zones alors qu'ils ont été marqués à des distances somme toute assez éloignées. On a également du thon rouge qui est détecté par le réseau. Donc le thon rouge qui était plutôt
marqué sur les côtes anglaises. Il fréquente à la fois les zones côtières des Scilly et Cornouailles, mais également la côte Nord-Bretagne. Et on retrouve sa présence sur le site éolien de Saint-Brieuc. Donc on a une présence saisonnière de ces thons qui sont présents de juillet jusqu'à janvier et qui repartent vers le sud. Donc on a des détections sur d'autres réseaux, je ne vous ai pas mentionné. Et puis ils reviennent l'année suivante en Manche. Donc, on va faire des zooms sur les différents individus qui ont pu être détectés sur ces sites éoliens. Donc, tout d'abord, sur le parc éolien en mer du Calvados, on a 20 barres qui ont été détectées. Donc, vous voyez, là, je reprends le même formalisme que Lydie vous a présenté. Nous avons différents individus qui sont suivis, donc sur l'échelle verticale, et sur l'échelle, l'axe horizontal, on a le temps. Donc, on a des individus qui ont été détectés le plus souvent sur ce récepteur de couleur rose. On a également un individu qui a été détecté à Saint-Nazaire au cours du mois de novembre 2022. Alors ça, c'est un résultat très intéressant, parce que c'est un individu qui a été marqué dans les Côtes d'Armor et qui, en hiver, est parti vers le golfe de Gascogne. Et donc, on confirme via cette observation des résultats que nous avions eus par des approches de modélisation. Donc, des individus de Côte-Nord qui vont migrer en hiver, à l'automne, pour se reproduire dans le golfe de Gascogne en hiver. Là, je vous fais un zoom pour le thon rouge. Donc, on a au cours des mois de octobre, novembre, décembre, une fréquentation de thon rouge qui ont été sur le site du parc de Saint-Brieuc. Voilà, donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a certaines espèces qui fréquentent ces parcs, mais on a également d'autres espèces qui ne les fréquentent pas. Donc, nos détections pour le lieu jaune, donc on n'a pas de détection sur les sites éoliens du parc de Saint-Brieuc ou du Calvados ou de Saint-Nazaire pour l'instant, de la part du lieu jaune, qui a des mobilités qui se déplacent, mais qui sont plus faibles que le bar, donc qui sont plus résidents. Pas de détection de langoustes, ce qui, somme toute, était assez attendu. Et pas non plus de détection de dorade grise. Voilà. Je vais laisser la main à Lydie qui va vous parler d'autres poissons qui ont pu être détectés à l'échelle régionale. Oui, du coup, dans le cadre de FishUp, avec une collaboration notamment avec l'association Apex, on a pu marquer des individus requins-taupes. C'est des requins qui font à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 de long, qui sont présents sur les côtes manches atlantiques. En juillet 2022, on a pu marquer 2 individus au large de Perros-Guirec, ici dans la zone des 7 îles. Et donc ici, juste pour vous resituer, on est au nord de la Bretagne, donc dans les Côtes d'Armor. Ici, en rose, on a le parc éolien de Saint-Brieuc. Et puis, les points bleus, ce sont tous les récepteurs qui ont été déployés dans le cadre de FishIntel et de FishOff. Ce qui est très intéressant, donc en dessous, on a nos plots. Donc pour chaque individu, ici, pareil, un point égale une détection. Et les couleurs ici correspondent plutôt à des zones, à différentes zones. Donc, ce qui nous a paru très... le résultat sur lequel on était très contents, parce que on n'avait pu marquer que 2 individus, donc on s'est dit, c'est pas beaucoup, on va pas avoir beaucoup de détection. Mais au final, on voit que les animaux sont restés un peu autour de cette zone suite au marquage. On a un individu qui allait en mer d'Iroise, et ensuite qui a été détecté dans le parc éolien de Saint-Brieuc. Donc, c'était un résultat assez étonnant, mais du coup, ça montre la pertinence de ce réseau. Et ensuite, qui a été redétecté dans la zone où il était marqué autour des 7 îles. Et ce qui était, encore une fois, intéressant, c'est qu'on a un deuxième individu. Donc, après avoir été marqué, resté un petit moment dans la zone des 7 îles, mais ensuite qui a été détecté plusieurs fois au sein du parc éolien de Saint-Brieuc et à peu près à la même période que l'autre individu. Donc, on commence à avoir des petites informations comme ça qui n'étaient pas disponibles avant et qui vont vraiment nous permettre de mieux comprendre ces espèces.
Ensuite, juste des petits snapshots, parce que le temps défile plus vite que ce qu'on aimerait. Mais il y a eu aussi beaucoup de choses intéressantes qui illustrent vraiment la puissance de ce type d'infrastructure. Ici, on a une alose qui a été marquée dans une rivière belge en avril 2022, qui a été détectée au sein du parc éolien de Saint-Brieuc. Donc, les aloses, c'est des espèces qui sont très, très peu connues. Leur écologie, surtout en phase marine, est très peu connue. Donc, juste d'avoir cette information est très excitant pour les chercheurs. Donc ici, on voit la taille des différents cercles. Donc ça représente, chaque couleur représente un récepteur, et puis la taille, le nombre de détections sur cette zone. Et on voit que cet individu a passé quand même quelques temps, quasiment 2 mois, a été détecté sur 2 mois dans cette zone. Un autre visiteur européen, donc là, c'est une anguille qui a été marquée en Suède, qui a été détecté dans le parc éolien du Calvados. Et là, qui est resté de juillet 2022 jusqu'à décembre 2022 dans cette zone, sachant que la marque acoustique qu'il possédait avait une fin de vie estimée autour de novembre-décembre. Donc, l'individu n'est peut-être pas forcément parti, mais son tag, en tout cas, n'aimait probablement plus. Donc voilà, ici, on vous a donné pas mal de résultats sur la télémétrie acoustique et quelques illustrations du type d'informations qu'on peut en sortir. Il y a encore beaucoup de choses, c'est très, très riche. Donc, il faudra peut-être faire un webinaire par échelle la prochaine fois. Donc, on espère que vous avez bien compris la télémétrie acoustique et vu la pertinence de cette méthode. Ensuite, il y a juste une dernière petite slide à vous parler, parce qu'en fait, dans le cadre de FishOff, on a aussi un volet où on sait que la télémétrie acoustique ne met pas la réponse à tout. Elle a ses limitations. On peut suivre que des individus adultes qui sont robustes, que quelques individus au sein d'une grande population. Donc, on a aussi, en collaboration avec le MNHN et Patrinat, initié une étude pilote pour évaluer la complémentarité de différentes méthodes, de différents indicateurs qu'elles peuvent apporter, pour voir comment élaborer une approche combinée qui apporterait les meilleures informations sur la dynamique des peuplements de poissons et de vraiment pouvoir détecter les effets généraux des parcs éoliens en mer sur ces peuplements. Donc pour ça, on essaye de réunir les données des bases de données de suivi halieutique qui sont d'une richesse quand même assez importante et qui apportent différentes informations, mais aussi sur certains sites, notamment Patrinat, a pu mettre en place des collectes de données, d'ADN environnemental, d'observation visuelle, d'éco-sondage, et puis en plus de ça, on rajoute les données télémétrie acoustique qu'on obtient dans le cadre de FishOff. Et donc là, j'espère que d'ici un an, on pourra vous présenter l'approche combinée la plus idéale avec laquelle qu'on puisse proposer pour assurer des suivis qui permettront de détecter les effets. Voilà pour FishOff. Donc, maintenant, donc pour conclure, on a 2-3 petits slides. Donc, une première où on a pas mal d'informations disponibles sur le site de France Énergie Marine. Donc, comme Mathieu l'a présenté, on a aussi des affiches qui sont distribuées concernant les marquages, mais aussi concernant nos dispositifs qui ponctuellement peuvent être remontés sur les bateaux. Donc, de bien communiquer qu'il faut les garder, parce que si le système est remis à l'eau, on ne le retrouvera jamais. Donc, les garder, nous appeler, on récupère. Et nous, on récupère nos données, donc on est très heureux. Et puis ensuite, il y a aussi une newsletter du projet qui est sortie au mois de juin et une autre qui devrait sortir d'ici la fin de l'année pour le suivi du projet. Et donc, je vais passer la parole à Margot maintenant pour un dernier petit... Oui, alors là, c'est plus à titre informatif. Donc, le projet FishOff organise un workshop le 6 décembre à Nantes pour continuer à discuter sur le sujet, en tout cas la thématique de la télémétrie acoustique. Donc, c'est un workshop qui n'est pas ouvert au grand public, mais qui est ouvert sur, en tout cas, invitation plus ciblée. Donc, on a déjà fait part de ces invitations à bon nombre d'entre vous. Mais si vous n'êtes pas encore au courant de ce workshop, n'hésitez pas à revenir vers nous. On pourra en discuter avec vous si vous êtes intéressé pour participer à ces ateliers de travail. Il y aura une matinée introductive, donc bien plus complète que ce webinaire, si vous voulez en savoir plus. Et puis, des ateliers plutôt l'après-midi sur l'idée de construire ensemble
l'ensemble des futurs projets, continuer à travailler sur la thématique et voir un petit peu comment on peut faire perdurer cette thématique dans le temps et sur de projets futurs. Donc, n'hésitez pas à revenir vers Lydie ou moi si vous êtes intéressé pour ce workshop. Merci. Et voilà, ça conclut notre intervention. Donc, merci bien de votre intérêt pour le projet. On remercie bien sûr toutes les personnes qui sont investies. Enfin, ça représente quand même un sacré paquet de monde dans ce projet, grâce à qui le projet FISHOF, mais aussi FISHINTEL, peut avoir lieu. Donc, les partenaires et les financeurs, les équipes techniques sur lesquelles on se repose, qui sont quand même la base de s'assurer que tout fonctionne bien, les professionnels, les comités des pêches et les associations qui nous soutiennent aussi dans ces projets, les pêcheurs qui sont investis, et aussi des bureaux d'études qui ont pu contribuer sur certains volets. Donc, merci à tout le monde. Je voulais mettre en avant, pour ceux que ça intéresse et qui ne connaissent pas, il existe un site web qui s'appelle Tétis, donc qui regroupe toutes les informations sur les effets des énergies marines renouvelables en mer à l'échelle internationale, avec une base de connaissances qui regroupe tous les articles en lien avec ces thématiques. Donc, si ça vous intéresse, je vous suggère vraiment d'aller visiter ce site. Et en fait, je le mentionne parce que France Énergie Marine fait partie du VREN, donc qui est un groupement de chercheurs ou d'instituts qui représentent chaque pays, qui se réunit 2 fois par an pour donner l'état des lieux des études en cours sur les impacts de l'éolien sur l'environnement, et voilà, de s'inspirer en fait un peu de chaque pays, savoir où on en est, et discuter de comment on peut avancer aussi tous ensemble. Voilà, et maintenant on a un petit peu débordé, mais on va pouvoir prendre quelques questions. Nous, on peut rester un petit peu plus, mais bon, on peut vous libérer aussi. Alors, on va commencer. Il y a 2 volets dans le Q&A et le chat conversation. Donc, il y a plusieurs questions qui ont été proposées. On vous propose de commencer par traiter les questions les unes après les autres. Et si on n'a pas le temps de terminer, on vous fera un retour éventuellement par écrit si certaines questions n'ont pas pu être traitées. Donc, la première, c'est quels sont les 3 suivis pour les EMR de France Énergie Marine? Je pense que ce sont les 3 programmes présentés. Donc, il y a le programme caractérisation des sites qui s'intéresse plus aux caractéristiques environnementales, les paramètres météo-océaniques des sites sur lesquels vont être implantés les parcs, le dimensionnement, les suivis des systèmes pour un autre programme. On a parlé du programme intégration environnementale, et le 4e, c'est le programme de l'optimisation des parcs, donc l'efficacité, l'efficience des parcs sur les différents sites. Donc ensuite, la deuxième question, plutôt pour Lydie ou pour Mathieu, comment sait-on si une espèce est électro- ou magnétosensible? Eh ben, alors, c'est qu'il y a eu des recherches préalables, notamment de physiologie sur ces espèces. Typiquement, les raies et les requins ont des organes, des capteurs dans leur peau, dans des pores qui leur permettent de détecter les champs électromagnétiques de leur proie. Donc, c'est comme ça qu'ils chassent, en fait, la plupart. Donc, ils ont besoin de ce sens pour détecter les proies qui sont cachées dans le sédiment, pour la plupart des espèces benthiques. Pour les autres espèces, voilà, c'est l'accumulation de recherches sur ces espèces qui ont permis de mettre en évidence une sensibilité. Donc, des études expérimentales où on soumet les individus à des courants électriques, etc., et des changements de comportement modifiés. Donc, c'est ça qui permet de mettre en évidence cet impact. Merci Lily. Comment vous assurez-vous que les capteurs ne vont pas bouger avec les mouvements de l'eau et les sédiments? Et comment différencier la perte d'individus marqués qui ne reviennent pas dans la zone ou qui meurent? Alors, pour le mouillage, donc on fait en sorte que le lest soit conséquent, et qui, donc après des échanges aussi avec en tout cas dans les parcs éoliens, les développeurs et les bureaux d'études qui ont déjà déployé d'équipements dans des conditions similaires. On fait en sorte que le mouillage ne soit pas trop haut dans la colonne d'eau, donc on est à peu près à 1 mètre, 1,20 m de hauteur. Donc ensuite, si les récepteurs sont bougés, enfin, il y a toujours une part de risque. À chaque fois, dès qu'on met de l'équipement en mer, on sait qu'il y a sûrement une partie qui ne reviendra pas.
Et pour c'est la grande limitation de la télémétrie acoustique, c'est les absences. Qu'est-ce que les absences? Est-ce que c'est l'animal qui est juste à côté du champ de détection, mais il est quand même là? Est-ce que l'animal est parti? Est-ce que l'animal est mort? On ne peut pas répondre à cette question. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir ces réseaux à large échelle, parce qu'on augmente la probabilité de redétecter l'individu et de savoir qu'il est toujours vivant. Alors, moi, je compléterai la réponse de Lydie en précisant qu'on peut faire du double marquage, par exemple, en utilisant d'autres méthodes, donc d'autres marques, des marques archives qui vont enregistrer pression et température. Et lorsqu'un poisson est capturé, un poisson marqué avec ce double marquage est recapturé et on récupère la marque, on est capable de savoir, avec des approches de modélisation, déjà sa durée de vie, mais aussi savoir quelles autres zones il pouvait fréquenter. Donc sans utiliser la télémétrie acoustique, mais avec des approches de géolocalisation. Donc ce sont des approches de modèles. Une autre question, avez-vous les données de profondeur à chaque détection? Alors, pour les animaux que l'on marque en télémétrie acoustique simple, non, pas pour chaque détection. C'est seulement les individus qui ont été marqués avec des tags qui intègrent un capteur de pression. Alors, il faut savoir que ces tags sont un peu plus onéreux, la batterie dure moins longtemps, donc c'est vraiment un choix stratégique, déjà dans un premier temps, de ne pas marquer tous les individus avec ces tags, enfin ces marques particulières. Mais par contre, s'il y a double marquage, à ce moment-là, oui, la deuxième marque va prendre à une échelle très, très fine, une échelle temporelle très fine, les informations de profondeur des individus. Est-ce que d'autres parcs éoliens vont être intégrés dans le projet? Alors, le projet se finit en 2024. L'ambition, c'est de pouvoir continuer et d'étendre en effet l'infrastructure de télémétrie acoustique. Donc, à ce stade, le projet FISHOF ne pourra pas réintégrer de nouveaux sites parce qu'il ne reste plus qu'un an et que ça serait compliqué de tout remettre en place pour ensuite. Mais c'est l'ambition, c'est de pouvoir s'étendre. Voilà. C'est ce qui sera discuté notamment le 6 décembre. Quel est le retour d'expérience sur le marquage du homard, notamment par rapport au menu de l'animal? Alors là, c'est grâce aux collègues de l'IFREMER, des discussions qu'on a pu avoir, parce que c'était une vraie inquiétude, hein, bien sûr. Alors, pour maximiser les chances de rétention, il faut marquer les individus les plus gros et les plus larges avec qui ont une mue estimée annuelle. Donc, c'est ce qui a été fait. On a discuté avec les pêcheurs. Les pêcheurs nous ont fourni les animaux les plus grands et les plus gros qu'ils puissent avoir. Il faut savoir que les marques qui sont mises sur les crustacés sont relativement petites et ont une durée de vie de toute façon entre 12 et 18 mois. Donc, si on a un bon timing entre la mue, pour les mues des individus, on pourra avoir au moins un an de données par individu. Et pourquoi certaines espèces sont marquées à l'externe et d'autres en interne? Et comment a été évalué le besoin d'un individu à marquer? C'est-à-dire quelle pression d'échantillonnage? Alors, tout ça a été décidé en comité avec les équipes, enfin déjà des retours d'expérience des équipes qui marquent les individus. Donc, par exemple, le marquage externe pour le RE, ça a été décidé parce que d'expérience de nos collègues, notamment à MNHN, la cavité de l'arrêt n'est pas estimée d'être assez large pour accueillir un tag, une marque en plus. Donc, ça a été la décision de les marquer plutôt en externe. Ensuite, le nombre d'individus, ça, c'est vraiment le nombre total par espèce, par site. Ça a été discuté avec le comité éthique sur combien d'individus on a besoin pour avoir une vraie représentativité et que statistiquement, on puisse parler peut-être de faire des interprétations à l'échelle de la population, mais aussi de ne pas non plus marquer des centaines d'individus parce que ce n'est pas forcément nécessaire. Donc ça, il y a eu une vraie discussion là-dessus. Donc on ne marque pas des individus à outrance, on a une limite du nombre d'individus dans le cadre des projets. Avez-vous prévu de présenter ces projets dans le cadre du débat public sur la planification spatiale maritime par façade? Alors, à l'échelle de France Énergie, je pense que le projet sera mentionné. À notre échelle, personnellement, il est possible, voilà. Mais il y a des éléments de communication qui existent. Donc,
tels que le bulletin, enfin la newsletter, il y a différents éléments de communication. Et ça, c'est à déterminer. Mais oui, le projet, je pense, sera sûrement mentionné dans le cadre de ces débats. Que deviennent les marqueurs quand les poissons meurent ou sont prédatés? Ça, c'est la deuxième grosse limitation de la télémétrie acoustique, c'est que ces marques, si le poisson n'est pas récupéré, on ne peut pas les récupérer. Alors, une question fiche Intel. Pourquoi avoir ciblé la langouste et pas directement le homard qui est peut-être plus abondant et sans doute surtout plus répandu en Manche, comme dans Fischoff? Alors, on a fait des marquages de langoustes parce que c'est une espèce qui nous intéresse, parce que c'est une population qui se porte de mieux en mieux. Et donc, on a besoin de bien comprendre la biologie et l'écologie de cette espèce pour bien la gérer. Une autre question fiche Intel. Pour déterminer la position des récepteurs en échangeant avec les pêcheurs, quelle stratégie avez-vous adoptée? Plutôt un nombre max de récepteurs, au risque de créer un sentiment anxiogène, ou bien un scénario le plus proche possible de la réalité, mais en perdant en flexibilité en cas de désaccord avec les pêcheurs? Alors, dans le cadre de tel programme, il y a un budget au départ. Donc, il y a une enveloppe budgétaire et qui va déterminer le nombre de récepteurs qu'on va pouvoir acheter et déployer. Donc après, la concertation s'est faite avec les professionnels. Eux, ils n'ont pas émis de limitation sur le nombre de récepteurs. Donc, on a défini ensemble un certain nombre de positions potentielles qui n'ont pas toutes été équipées au jour d'aujourd'hui. Et donc voilà, et après, ça se fait en concertation. Donc pour l'instant, ça pose pas de problème. Une autre question sur la durée de vie moyenne d'un émetteur. Lydie a répondu pour le homard tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous donner un indicateur de durée de vie? Oui, du coup, Mathieu a présenté un petit peu les marques. Donc, la plupart des marques mises en interne dans les poissons, on va dire, c'est 4-5 ans. Par exemple, pour les requins tauves, c'est des animaux beaucoup plus gros. Donc, on a pu mettre la marque la plus grosse qui a une durée de vie d'à peu près 10 ans. Donc, on est capable de suivre le même individu sur toute cette période. Il y a peu d'éléments présentés sur la Méditerranée. Les études en Méditerranée sont-elles prévues en 2024? Alors, les études Méditerranée, elles sont en cours. On n'avait pas de résultats là, à vous présenter aujourd'hui. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais il y a bien des animaux qui sont suivis et des récepteurs à l'eau. Donc, j'espère que le prochain webinaire, on pourra vous présenter ça. Et c'est vrai qu'une heure, c'est court pour rentrer dans le détail de tous les sujets. À quelle fréquence relevez-vous les données des récepteurs? Alors, pour Fischoff, dans les parcs éoliens posés, on est à peu près tous les 4 à 5 mois. Donc, une relève des récepteurs. Après, pour le réseau plus large, on est plutôt sur… Le même ordre temporel, 4-5 mois aussi. Donc, 3 questions. Pouvez-vous détailler les mesures faites par Memoflow en Méditerranée? Alors, je ne suis pas la meilleure personne. Donc, Memoflow, c'est une bouée de mesure qui a été placée sur le site d'essai Mistral dans le cadre du projet. C'était dans le cadre de Abiop. Voilà. Alors, je sais qu'il y a un suivi de la biocolonisation. Ensuite, je pense qu'il doit y avoir des suivis de conditions physiques du milieu, mais là, je ne saurais pas répondre. Voilà, donc oui, conditions physiques type vague, température, etc. Je vous invite à répondre plus précisément et vous relister à ce moment-là les différents types de suivis qui sont réalisés sur cette bouée. Je pense sur le site web aussi, il doit y avoir des informations sur le site de France Énergie Marine sur la bouée. Question pour le programme Fiche Intel. Pour déterminer la position des récepteurs en échangeant avec les pêcheurs, quelle stratégie avez-vous adoptée? Je pense que c'est déjà traité. Voilà, c'est une question qui avait déjà été traitée tout à l'heure. Et la durée de vie moyenne d'un émetteur. Donc voilà, on y a déjà répondu. Parfait. Merci à tous d'avoir participé aujourd'hui. Merci à Lydie et Mathieu pour ces belles présentations détaillées.
Et si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous les adresser directement et on vous invite à nous adresser aussi vos demandes si vous voulez avoir la newsletter du projet. En tout cas, la première et la prochaine, on vous les enverra par mail. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.